Elias Whitmore était un homme que la terre semblait avoir oublié. Ce fermier aux cheveux blancs, aux mains calleuses et au cœur endurci par la sécheresse et la solitude, vivait seul sur un lopin de terre sèche et friable dans le sud de l'Afrique. Sa femme était décédée 5 ans plus tôt. Les chevaux qu'il élevait autrefois par dizaines s'étaient réduits à 3, et les champs, jadis verdoyants et pleins de vie, étaient désormais silencieux et bruns. Elias n'avait pas souri depuis des années. Il passait la plupart de ses journées à chevaucher sa dernière jument en bonne santé, Mera, le long des crêtes, en quête d'un signe ou de l'espoir, de l'eau, ou au moins une preuve qu'il n'était pas aussi seul qu'il le ressentait. Ce signe arriva un matin d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Il était tôt, et le soleil n'avait pas encore chassé la fraîcheur nocturne de l'air. Alors qu'Elias contournait l'angle de ses écuries, Mera s'arrêta net, les oreilles dressées, renâclant. Puis il l'entendit, un son si faible qu'il aurait pu être confondu avec le vent, un gémissement, puis un autre. Il suivit le bruit, passant devant les bottes de foin et le bac à eau, et s'immobilisa. Là, nichés sur une couverture de laine usée contre le mur de la grange, se trouvaient 3 bébés noirs, des triplés d'Axen Grave peine 1 an, à peine vêtus. Chacun avait des yeux bleus vifs qui semblaient briller dans la lumière du matin. Leurs cheveux, étroitement bouclés, étaient retenus par de fins bandeaux de tissu. Ils ne pleuraient pas fort, juste de petits halètements désespérés, comme s'ils avaient épuisé toute leur énergie à crier. Elias tomba à genoux. « Où sont vos parents ?» murmura-t-il. Il n'y avait ni mots, ni panier, ni empreinte au rien. Il attendit, cria, fouilla les environs. Personne ne vint. Le constable du village suggéra de les emmener à l'orphelinat de la ville. « Ce n'est pas votre responsabilité, dit-il. Vous êtes trop vieux pour ça. » Elias ne répondit pas. Il se contenta de regarder les 3 bébés, chacun le fixant depuis un petit chariot en bois. « J'ai tout perdu, dit-il enfin. Peut-être étais-je destiné à trouver quelque chose. » Il les nomma Obi, Néo et Séphu. Il les nourrit de bouillie de maïs écrasé et de lait de chèvre. Il fabriqua des berceaux avec du vieux bois et de la paille. La nuit, il dormait près de la cheminée dans la pièce principale de sa maison délabrée, leur respiration étant la seule chose qui le gardait sain d'esprit. Puis, quelque chose changea. Au début, c'était subtil. Sa jument la plus faible, qui n'avait pas marché depuis des semaines, se leva et trotta jusqu'au ruisseau. La semaine suivante, un champ qui n'avait pas produit un seul épi de maïs en 5 saisons se mit soudain à verdir après une pluie inattendue. 2 mois plus tard, un étalon sauvage s'aventura sur ces terres et n'en repartit pas. Un soir, Elias observa les garçons, alors qu'ils dormaient en tas sur le sol du salon, l'un d'eux blotti contre sa botte. Il murmura « Êtes-vous ma chance ?» Les années passèrent. Il les éleva comme ses fils. À 5 ans, Obi chevauchait déjà accru dans les pâturages avec un équilibre parfait. Néo pouvait calmer n'importe quel cheval d'un seul mot. Séphu, le plus petit, avait un don pour prévoir le temps, il levait les yeux et disait « La pluie arrive », même par une matinée sans nuages, et il avait toujours raison. À 10 ans, il galopait à travers les champs, intrépide et sauvage, criant dans le vent. Elias leur enseigna tout ce qu'il savait, comment nourrir un cheval, soigner une blessure, planter juste avant la pleine lune. La terre prospéra, tout comme eux. Mais tout le monde au village n'était pas ravi. « Pourquoi un homme blanc élèverait-il 3 garçons noirs ?» murmuraient certains. « Ils ne sont pas à lui. Quelque chose ne va pas. » Elias les ignorait. Il se moquait de ce que les gens disaient. Ces garçons avaient sauvé son âme, et peut-être plus encore. Un jour, alors qu'il chevauchait dans la vallée, Néo demanda « Papa, penses-tu que nous étions destinés à être trouvés ?» Elias ne répondit pas tout de suite. Il arrêta son cheval et se tourna vers eux, désormais de jeunes adolescents, forts et grands. « Je pense, dit-il doucement, que vous étiez destinés à tout changer. » Mais sous cette paix persistait une question, d'où venait-il? Pourquoi avait-il été abandonné? Pourquoi avait-il ses yeux, comme illuminés par quelque chose d'au-delà de ce monde? Elias n'avait jamais insisté. Il était trop reconnaissant. Mais le destin n'en avait pas fini avec eux. 20 ans s'étaient écoulés depuis le jour où Elias avait trouvé 3 bébés enveloppés dans une couverture près de sa grange. Obi, Néo et Séphu étaient maintenant des hommes, grands, stables et ancrés comme ancrés à la terre sur laquelle ils avaient grandi. Ils géraient la ferme en égaux, montant des chevaux qu'ils avaient eux-mêmes dressés, guidant de jeunes ouvriers venus des villages voisins et prenant soin de terres qui avaient doublé de taille sous leurs mains. Les gens les respectaient désormais. Ce qui autrefois faisait jaser attirait maintenant l'admiration. Mais une question persistait dans les recoins silencieux de leur esprit, d'où venions-nous? Elias avait toujours doucement, vous venez des mains de Dieu aux miennes. C'était beau, mais incomplet. Puis, lors d'une saison sèche, une visite inattendue bouleversa tout. Elle s'appelait Agnès Mtul, une sage-femme récemment retraitée d'une région voisine. Elle arriva à cheval avec sa fille, l'air fatigué, plus vieille que ses années, et demanda à parler à Elias et aux garçons en privé.
Ils s'assirent sous un arbre Nîmes près du corral, le vent bruissant dans les feuilles. Agnès prit une profonde inspiration. « Je suis venue parce que je pense que je vous dois la vérité, dit-elle. Ou peut-être parce qu'elle me pèse trop depuis trop longtemps. » Obi se pencha en avant, calme mais attentif. « La vérité sur quoi ? » ?»« Sur vous trois, dit-elle, en les regardant directement. « J'étais là la nuit où vous êtes nés. » L'air sembla changer. La main d'Elias se figea sur sa canne. Séphu murmura, « Vous connaissiez notre mère ?» Agnès hocha la tête. « Pas très bien. J'ai été appelé en urgence, dans une maison où je n'étais jamais entré auparavant, et où je ne suis jamais retourné depuis. Une jeune femme, terrifiée, était en travail. 3 bébés. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Elle pleurait, pas seulement de douleur, mais de peur. Elle disait qu'il la trouverait, que si quelqu'un savait, les garçons seraient pris pas par des hommes ordinaires, mais par des hommes puissants. » Néo fronça les sourcils. De qui fuyait-elle ? Agnès baissa les yeux. Une famille privée, liée à un puissant propriétaire terrien, avec des liens politiques. Elle travaillait comme domestique dans un domaine caché dans les collines. Elle prétendait avoir vu des choses qu'elle n'aurait pas dû. Quand elle est tombée enceinte, surtout de triplés, ils lui ont dit qu'elle ne pourrait pas les garder les bébés. La voix d'Obi devint tendue. Et alors, elle a fui ? Agnès acquiesça. Elle a atteint le village 2 jours après. Avant de donner naissance. Le père était quelqu'un d'important. Son nom n'a jamais été prononcé. Elle le craignait plus que tout. Elle n'a jamais donné son vrai nom. Elle a juste demandé une chose, si quelque chose lui arrivait, que les garçons ne soient pas envoyés dans un établissement gouvernemental. Elle croyait qu'ils seraient traqués. La voix de Séphu s'abaissa. Que lui est-il arrivé ? Les yeux d'Agnès s'embuèrent. Elle est morte quelques heures après l'accouchement, d'une hémorragie. J'ai essayé de l'arrêter, mais j'étais seul, et il n'y avait plus pas de temps. Le silence était lourd. Néo serra la mâchoire. Pourquoi n'en avez-vous parlé à personne ? Je l'ai enterré moi-même, dit Agnès. Dans les bois, loin. Je voulais tenir sa promesse. Je vous ai enveloppé dans les vêtements que j'avais, attachés ensemble avec son foulard, et je vous ai placé là où je savais que vous seriez trouvé. Elle regarda Elias. Votre nom était connu. Nous savions que vous étiez en deuil, que vous étiez juste, que vous viviez avec des chevaux et les bras ouverts. Vous étiez notre meilleure chance. Elias, abasourdi, répondit, je n'avais jamais vu votre visage auparavant. J'ai observé depuis la colline, dit-elle doucement, jusqu'à ce que je vous voie les ramasser. Cette nuit-là, les frères ne parlèrent pas beaucoup. Chacun fixait la lune depuis le bord du porche, digérant silencieusement. Leur mère était morte en les protégeant. Ils avaient été épargnés grâce à la miséricorde d'une étrangère. Et Elias, il n'était pas seulement l'homme qui les avait trouvés. Il était celui qui les avait choisis. Séphu parla enfin. Nous ne sommes pas seulement des fermiers. Obi hocha la tête. Nous sommes des survivants. Néo regarda vers Elias, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, la lumière derrière lui, chaude et dorée. Non, dit-il. Nous sommes ses fils. Au cours des mois suivants, les frères cherchèrent des réponses, non pour la gloire, mais pour trouver la paix. Ils ne poursuivaient ni titres ni revendications spectaculaires. Ils rencontrèrent des villageois discrets qui se souvenaient des murmures des sages-femmes, des femmes du marché, un ancien chauffeur de domaine qui laissait entendre un scandale étouffé il y a des décennies. Suffisant pour confirmer que leur histoire était vraie. Mais ils n'avaient pas besoin de gros titres. Ils avaient déjà un héritage. Des années plus tard, quand on demandait à Elias pourquoi il avait pris en charge 3 bébés qui n'étaient pas les siens, il souriait et disait « Parce qu'ils n'étaient pas à moi quand ils sont arrivés, mais ils l'ont été chaque jour depuis. » Et quand les frères se tinrent ensemble à ses funérailles, vêtus de blanc simple, se tenant la main, ils ne pleurèrent pas parce qu'ils avaient perdu un fermier. Ils pleurèrent parce qu'ils avaient enterré leur père. Dans un monde qui avait tenté de les effacer, ils étaient devenus inoubliables.